Bonjour Clément Soudiakova et bonjour à tous les auditeurs, toujours en nombre croissant. Oui, tout à fait. On fera d'ailleurs un petit bilan tout à l'heure parce que vous savez, souvent je donne le nombre en instantané et on ne fait pas du tout de chiffres cumulés. Donc vous verrez à la fin, on dira on est au moins 50 000 à être passé dans cette matinale. C'est toujours intéressant de voir que finalement on est vraiment très nombreux. Alors je rappelle que vous êtes président de l'Union populaire et républicaine et on a beaucoup de sujets. Je vous ai vu très réactif d'ailleurs sur beaucoup de sujets. Il est-il l'un des rares à avoir parlé de ce qui s'est passé au Népal. Donc on va évidemment y revenir et je suis toujours très intéressé par vos analyses internationales. Mais si vous le voulez bien, on va quand même commencer par le national parce qu'il y a aussi des gros sujets. Commençons peut-être dans le temps, c'est-à-dire, François Bayrou n'a pas reçu sa confiance. C'était pas très étonnant, c'était tout à fait attendu. Et puis la personne de Sébastien Lecornu, que pensez-vous de lui pour commencer ? Sébastien Lecornu, si vous voulez, c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie et qui est entré en politique à 16 ans. Il a un peu le même parcours que Bardella, d'ailleurs, au passage, et qui ne fait que de la politique depuis cet âge-là. Gabriel Attal aussi, non, un peu ? Oui, Attal, c'est pareil, ça fait partie de ce même genre de pédigré. Et qui, en fait, est un traître et un menteur. Traître parce qu'il faisait partie de l'équipe rapprochée de Fillon en 2017. On l'a rappelé tout à l'heure. Il a fait partie d'une conjuration, un vrai complot, c'est pas du complotisme, c'est la vérité, il y avait Bruno Le Maire, Édouard Philippe, il y avait Darmanin et il y avait Lecornu. Tout ça chapeauté par Thierry Solaire, qui est une espèce... Alors regardez, on la voit l'image. Mais alors c'est quoi cette conjuration ? Parce que c'est-à-dire ils ont tout simplement planté un poignard dans le dos de Fillon, qui a été assassiné politiquement pour des affaires... c'est pas reluisant l'affaire des costumes. Enfin, oui. Quand on compare... Je suis pas là pour défendre Fillon, mais quand on compare ce qu'on a reproché à Fillon à ce que l'on aurait pu reprocher à Macron au même moment, parce qu'on ne sait toujours pas... Avec l'affaire McKinsey... Voilà, c'est invraisemblable. Oui. Donc ça, Fillon a fait l'objet d'un flingage. Mais pardon, ce qui m'intéresse, juste François Asselineau, vous parlez de conjuration. Il a vu le coup. Parce que c'est un type qui est malin, c'est un type qui voit, qui sent les choses et qui s'est dit je vais me mettre dans le wagon Macron. Et voilà. Et alors à la différence des trois autres que j'ai cités, le maire... Philippe et Darmanin, il a eu l'intelligence, je pense que c'est dans sa nature, parce que je pense que si vous regardez un peu, il a du mal à regarder droit dans les yeux, c'est quelqu'un qui m'a l'air assez sournois et fourbe, et qui a le côté de l'anguille, vous savez, qui prend la couleur de la muraille. J'ai vu qu'il se prétend sur sa page Wikipédia gaulliste, séguiniste, libéral et européen. Donc, comment est-ce qu'on peut concilier tout ça ? Oui. Ça s'appelle un chaud-froid de volaille. Vous savez, c'est un oxymore. Bon, moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est la voix de son maître. Voilà. Et d'ailleurs, au-delà de ça, c'est pour la trahison. C'est aussi pour le caractère ectoplasmique du personnage qui en fait. La seule pensée politique de Lecornu, c'est le lecornuisme. Voilà, il est pour Lecornu. Ah. Voilà, c'est son objectif. Je me demandais ce que c'était que le lecornuisme. Voilà. C'est-à-dire que Et alors, à partir de ça, il en tire les conséquences. Et c'est un menteur invétéré, d'ailleurs. J'ai fait une série de tweets hier pour le rappeler. D'abord, il s'est paré de diplômes qu'il n'a pas. Il a dit qu'il avait eu un master, ce qu'il faut. Alors, c'est quand même un peu gênant parce que vous savez que Macron s'était paré de diplômes qu'il n'avait pas. Gabriel Attal s'est paré de diplômes. Gabriel Attal, etc. Donc, c'est quand même... Ça commence à faire beaucoup, je suis d'accord. Parce que dans la même équipe, hein. Et puis, c'est pas des détails, si vous voulez. C'est pas des détails, c'est-à-dire, est-ce que vous imaginez la psychologie de quelqu'un qui rend public, pour ce qui concerne Lecornu, c'est même sur le site même de l'université Paris-Sorbonne, quelqu'un qui se prétend avoir des diplômes qu'on n'a pas. Vous voyez, pourquoi mentir en plus voilà, ça veut dire qu'il est mal à l'aise, il est mal à l'aise avec sa propre personnalité, il a des choses à cacher, enfin c'est quoi exactement ? Alors c'est pas tout, après ça, alors il y a tout un florilège, par exemple il a été interviewé, je crois que c'était au mois de juin de cette année, ou au moment où, c'était je crois le 6 juin de cette année, au moment où battait plein le débat sur l'existence ou pas, la perpétuation ou pas d'un génocide par l'armée israélienne à Gaza, donc lui il a été interrogé sur LCI, il a dit la position de la France est extrêmement claire, nous ne vendrons aucune arme à Israël, etc. C'est un mensonge éhonté. Entre 2023 et 2024, le volume d'armes vendues par la France à Israël a augmenté de 120%, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et il ose dire qu'on n'en vend plus. Oui. Enfin, je il était en plus ministre des Armées. Oui, en plus, bien sûr. Il est un peu au courant de son sujet. Non, mais plus le mensonge est gros. Et puis alors, dernier point, il a dit aussi, là on a retrouvé, vous avez vu cette vidéo assez extraordinaire,
qui date de 2019, où il expliquait que les cahiers de doléances des Gilets jaunes, ils allaient être entièrement lus de façon exhaustive. Il y en a eu quasiment 20 000. On l'a la vidéo, si vous voulez, on l'écoute comme ça, vous commentez. Voilà, vous allez... Ouais. Alors, c'est un audio d'ailleurs, on va écouter l'extrait. Que rien ne se perd. C'est-à-dire que toutes les contributions, y compris dans un cahier de contribution dans une petite commune au fin fond de notre ruralité bien-aimée, sera traité. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On se souvent dit que ça veut dire sera lu. Sera lu, exactement. Ça veut dire que rien ne sera perdu. C'est déjà un défi de taille. Bon, l'intelligence artificielle va nous y aider beaucoup. Heureusement, nous sommes en 2019. Mais ça, nous sommes en train de répondre à cet enjeu-là. La deuxième des choses, c'est que tout doit être en transparence totale. Les garants y sont extraordinairement attachés, nous aussi. Certains appellent ça l'open data. L'idée, c'est que on veut pouvoir mettre sur la plateforme tout en transparence. Tout doit pouvoir être consulté par tout le monde. Rien de caché, on ne garde rien pour nous. Troisième principe, c'est bien sûr avoir une analyse qui soit la plus robuste, la plus sérieuse possible, et je le dis parce que ça n'a jamais été dit publiquement, la plus universelle possible. Ça veut dire que nous, le gouvernement, nous allons évidemment prendre des prestataires qui vont faire l'analyse de toutes ces remontées du terrain, mais vous aussi, par exemple France Inter, ou les assemblées parlementaires, ou des ONG, etc., pourront également bénéficier de toute cette matière. Voilà. Donc vous vous rendez compte de tout ce blabla, alors qu'en réalité, les cahiers de doléances, il y a eu presque 500 000 pages écrites, 20 000 cahiers de doléances, plus 500 000 contributions par Internet. En fait, tout ça a été classé dans le meilleur des cas dans les archives départementales, et dans le pire des cas, ça a été mis au pilon, ça a été mis à la benne. Donc, vous vous rendez compte ? Et au passage, quand on veut faire un petit peu d'analyse psychologique, vous avez vu qu'il ponctue son discours, il parle de l'IA, il parle d'open data, il parle de progressisme en fait. Hein. Donc il fait, parce que c'est typique, c'est le typique de l'escroc, si vous voulez. C'est-à-dire quelqu'un qui fait semblant d'être un expert, alors qu'il est expert de rien du tout. Bon, et tout son parcours est jalonné de ça. Par exemple, n'oublions pas que c'est lui qui a fermé Fessenheim, quand même. C'est une catastrophe. Il est là pour servir son maître, dans la mesure où il sait qu'il était en quel poste pour la fermeture de Fessenheim ? Comment ? Il était à quel poste pour la fermeture de Fessenheim ? Je sais pas, c'était quand est-ce qu'il s'est occupé de ça. Bon, on va regarder. C'était regardé, mais c'est lui qui est le responsable de cette opération. C'est important de le rappeler, ça. Oui, tout à fait, c'est important. Vous trouverez ça sur Internet. Bon, voilà. Donc, alors, au-delà de sa personne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on voit bien que Macron, on a une dérive extraordinaire. Je rappelle quand même qu'en 2024, Macron a été battu à plat de couture aux élections législatives. Son parti a fait 16%. Donc, dans un premier temps, il s'est dit il faut quand même que je montre qu'il y a eu une sanction et que je prenne un candidat, un Premier ministre, qui ne soit pas un macroniste. Voilà. Rappelez-vous, ça a duré des mois entre la fin de Attal, excusez-moi, qui était là, et puis la nomination de Barnier. Finalement, il a choisi Barnier. Barnier a été présenté à l'époque. C'était presque une sorte de cohabitation. Vous vous rappelez ? C'était Barnier. Moi, j'avais d'ailleurs était un peu sensible à Barnier parce que je me rappelais que Barnier, pendant la primaire des Républicains, avait dit qu'il fallait sortir certains articles des traités européens pour régler les problèmes de l'immigration, ce qui était vrai, ce que je dis depuis 18 ans, enfin de 16 ans à l'époque. Et je me disais, tiens, c'est une petite musique nouvelle. En fait, Barnier s'est couché comme tout le monde. Mais enfin, il y avait eu... Je me rappelle, on vous avait reçu sur... Il y avait quand même eu un peu de ce souci de la part de Macron de montrer qu'il y avait un... Bon... Barnier a été viré au bout de 99 jours. Il a chuté sur un article 49 alinéa 3 pour le budget. Bayrou, que ensuite Macron a nommé, Bayrou, c'était quand même un de ses proches. C'est quand même Bayrou qui a contribué à lancer Macron. Bayrou, bon, c'est une catastrophe. Enfin, ça a été un désastre absolu. Enfin, il était une espèce de vieille baderne. Je suis désolé de le dire, mais c'est exactement comme ça qu'il a été perçu par l'opinion. Et Bayrou, il est tombé d'une façon beaucoup plus ignominieuse que Barnier. Parce que Bayrou, il a fait un discours de politique générale, il a question de confiance. Et il s'est ramassé 364 voix contre. C'est-à-dire, c'est torrentiel. Barnier est tombé sur l'article 49.3 pour le budget, c'est presque ponctuel, si j'ose dire. Bayrou, c'est structurel. C'est toute sa politique, tout le gouvernement qui a été chassé. Dans ces conditions, ça devrait même presque être inscrit dans la Constitution. Ça devrait être en tout cas dans l'éthique d'un chef de l'État. On ne peut pas renommer comme Premier ministre quelqu'un qui fait partie du gouvernement qui a été ainsi chassé. Bien sûr. Surtout quelqu'un qui était ministre des Armées, quand même, qui avait un poste éminent. Non, mais tout à fait, donc normalement, le mal vient de ce que, en fait, Macron n'a jamais voulu
considérer que qu'il avait été désavoué par le peuple français. De toute façon, Macron voit bien sa psychologie. Il ne souhaite pas entendre les signaux. De toute façon, on voit bien Macron, il n'a jamais tort. C'est toujours de la faute des autres, toujours. Les autres ne l'ont pas compris, il engueule tout le monde. D'ailleurs, au passage, vous avez vu, on en est quand même au 7e Premier ministre en 8 ans. Ça veut dire qu'il en change quasiment une fois par an. Ça veut dire qu'en fait, le poste est insupportable. Il faut bien comprendre ce que c'est que de vivre, je pense. Alors, regardez, tous ces premiers ministres, en fait, par exemple, Bayrou, il a cherché à être viré. Oui, bien sûr. Bon, parce que Bayrou ne devait plus pouvoir supporter de travailler avec Macron. Alors, regardez, Borne, elle était soulagée. Castex, il voulait s'enfuir. Vous savez, c'était Macron qui voulait pas le lâcher, vous vous rappelez ils se sont tous... Alors, dans cette analyse, c'est intéressant. Est-ce que vous comprenez, est-ce que ce serait la raison pour laquelle cette passation a eu lieu en 15 minutes, tout craché, au milieu des manifestations? On a à peine pu voir ce qui s'est passé ni les discours. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait des discours, en tout cas très courts, pour cette passation, pour annoncer ce nouveau Premier ministre. Est-ce que finalement, Emmanuel Macron, ou en tout cas son entourage, n'assumerait pas totalement quand même d'avoir pris un Premier ministre qui faisait partie de l'ancien gouvernement, qui lui-même a été désavoué? Oui, enfin, je ne sais pas si Macron a lui-même organisé la chorégraphie de cette remise de pouvoir, mais il est quand même pas, je pense, complètement stupide, le cornu. Et je pense qu'il faut lui reconnaître de l'intelligence manœuvrière. Oui. On n'est pas un Premier ministre à 39 ans en étant un stupide politiquement. Donc ça veut dire que c'est une anguille, ce type. Bon. Et qu'est-ce qu'il y a dans la tête de le cornu ? Je pense qu'il a compris que l'affaire est cuite. Lui, son objectif, je pense, dans sa tête, c'est de durer au moins 6 mois. Parce que au bout de 6 mois, il sera grande croix de l'Ordre national du mérite. Ça, c'est systématique, un Premier ministre au bout de 6 mois. Et puis, après ça, il aura la rémunération, les retraites, et les émoluments. Vous vous rendez compte, à 39 ans, vous avez une retraite jusqu'à la mort pour ça. Au passage, d'ailleurs, je me permets de souligner, dans notre programme, nous limiterons pour tous les élus strictement à 4 ou 5 fois le SMIC, le montant total des retraites. Voilà. C'est parce qu'actuellement, vous avez des gens comme François Hollande, il a 35 000 euros de retraite payés par le contribuable. Oui. Parce que ces gens s'ingénient à accumuler les différents postes. Voilà. Oui, donc il faut ils sont très bien conseillés. Il faut limiter ça, à mon avis, déjà à 5 fois le SMIC. Ça fait déjà 8 000 euros par mois en SMIC net, à peu près. Oui, c'est ça, à peu près. Donc c'est déjà gentil, payé par le contribuable. On va revenir sur votre programme. Alors, c'est un point fondamental. Donc je pense que le cornu, d'abord, son objectif, c'est ça. Deuxièmement, c'est de prendre date pour la présidentielle. Il commence à y avoir du monde parmi les anciens premiers ministres. J'imagine, si vous voulez, que la nomination de Le Cornu à Matignon n'a pas dû faire très plaisir à Gabriel Attal. Oui. D'ailleurs, ce qui ne trompe pas, c'est que Gabriel Attal a aussitôt fait un communiqué pour dire qu'il se réjouissait et qu'il soutenait à plein le truc. Ça veut dire le contraire dans cet univers voilà. Donc ça n'a pas dû faire plaisir à Attal, ça n'a pas dû faire plaisir à Édouard Philippe. Édouard Philippe commence à devenir pratiquement une espèce de vieux bonze que tout le monde a oublié. Donc tous ces gens, il faut bien voir qu'ils sont sur la ligne de départ pour 2027, puisqu'en fait ils n'ont absolument plus aucun programme pour la France. D'ailleurs, ils s'en fichent éperdument. Eux, ce qu'ils veulent, c'est l'argent, les fonctions, les honneurs, l'apparence du pouvoir. C'est la seule chose qui compte. Adieu veaux, vaches, cochons, que la France s'écroule, etc. Ils en ont finalement rien à faire. Voilà la situation du pays. C'est absolument tragique. Je ne sais pas si d'ailleurs ça va durer 6 mois avec le cornu. Et il y a là-dedans un vrai sujet. Ouais. C'est que maintenant tout repose sur le Rassemblement national. Parce que Bardella... Attendez, juste pardon, permettez-moi, avant qu'on arrive sur le Front National, enfin le Rassemblement National, pour être plus précise, je fais cette précision, puisqu'on se posait la question sur Sébastien Lecornu, à quel titre il avait été le liquidateur de Fessenheim. Eh bien, il était secrétaire d'État attaché donc aux fonctions de l'écologie, de la transition écologique. Voilà, c'est ça. C'était lui qui avait porté le chapeau de cette affaire. Toutes les informations précises sur le sujet. Alors, oui, arrivons. Donc, vous disiez maintenant, le problème... Déjà, que va-t-il se passer ? C'est-à-dire, on en est à là, on a un nouveau... On se demandait dissolution, pas dissolution, finalement. Déjà, il va nommer un gouvernement. Oui. Alors, dans les rumeurs, je ne sais pas si c'est vrai, mais dans les rumeurs qui circulent, et ça m'a l'air assez probable, on va avoir un gouvernement Bayrou sans Bayrou. Parce que il va garder très probablement Retailleau, il va très probablement garder Éric Lombard aux finances,
Il va probablement garder Dati à la culture, parce que sinon elle ferait un scandale. Puis c'était une des prises de guerre de Macron, donc il va la garder. Il se dit en ce moment, j'ai des gens qui sont au Quai d'Orsay, des sympathisants, on fait savoir qu'au Quai d'Orsay, on croit savoir que Barrot serait de nouveau reconduit. Enfin, à mon avis, à part le ministre de la Défense qui va être un nouveau, on voit pas très bien. Alors peut-être que je me trompe. Mais comme LFI et le Parti Socialiste ont déjà fait ça, LFI ne va même pas aller au rendez-vous fixé. Bon. Et le Parti Socialiste a dit que c'était Matignon ou rien. Donc déjà, le PS a dit qu'il n'y aurait aucun PS au gouvernement. Comme le RN, je vois pas très bien le RN ou Ciotti accepter une éventuelle tentative de débauchage, parce que tout est possible. Hein. Je rappelle quand même que M. Lecornu, c'est quand même quelqu'un qui fait partie d'un gouvernement qui s'est fait élire en disant il vaut mieux voter pour LFI plutôt que pour le Rassemblement national, etc. Ils ont fait barrage en 2024, mais vous avez vu que M. Lecornu, en fait, a organisé des déjeuners aux frais de la princesse. C'était à l'hôtel de Brienne, c'était avec Mme Le Pen et M. Bardella, lesquels d'ailleurs n'en ont pas parler non plus, parce que tout ça se passe. Moi, personnellement, je vais vous dire, je trouve que la politique, elle a besoin de clarté. Les Français, ils ont besoin de clarté. Moi, si demain, M. Lecornu, ou si M. Macron, ou si Pierre-Paul Jacques m'invitait à déjeuner en secret, je dirais non. Parce que je me dirais, vis-à-vis de mes électeurs sont fondés à se demander qu'est-ce que je suis allé fricoter là-dedans. Oui, bon. Alors moi, je suis pas tout à fait aussi dur que vous là-dessus, juste sur le déjeuner. Parce que, que les politiques parlent entre eux, même s'ils ne sont pas d'accord, ça non, existe. Mais c'est pas qu'ils sont pas d'accord. Monsieur Lecornu fait partie d'une engeance qui est en train de détruire le pays. Oui, c'est comme si vous disiez... On a le droit de communiquer. C'est tout à fait normal que De Gaulle aille comme ça faire un déjeuner secret avec Pétain. Comme ça, c'est tout à fait normal qu'il dise non. Moi, il y a un moment à partir duquel on ne discute plus avec ces gens. Macron, c'est un adversaire, c'est un ennemi de la France. C'est quelqu'un qui est en train de détruire le pays. On a en relation internationale, on a bien des diplomates. On peut dire qu'on attendez, on discute. Le rôle est d'échanger pour avancer. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est tout à fait autre chose. Là, c'est quand on est dans la vie internationale, on va pas changer. Là, c'est l'indépendance et chaque État a droit à sa liberté et son indépendance. Remarquez, ils envoient des émissaires, donc ça montre bien que... Voilà. Mais là, ce dont il s'agit, si vous voulez, c'est que lorsque Macron éventuellement convoque les partis politiques à l'Élysée, très bien, ça je suis d'accord pour qu'on y aille, là, c'est en clarté. Mais ces espèces de... C'est quoi ? Qui sont allés faire ? Ils sont allés discuter de quoi, d'ailleurs, Bardella, Le Pen et Lecornu ? Mais pourquoi c'était secret, d'ailleurs ? Ça a été... Parce que personne ne devait être au courant, c'est le canard enchaîné. Oui. Mais c'est quoi ces trucs-là ? Moi, il faut de la transparence, sinon le doute s'installe. Et le doute s'installe d'autant plus que vous avez bien vu que Mme Le Pen... Encore une fois, et Bardella ont dit premièrement qu'ils ne voulaient pas la destitution de Macron, et deuxièmement qu'ils ne voteraient pas la censure de Lecornu, qu'ils attendaient de voir. Mais ils attendent de voir quoi ? Qu'est-ce que Lecornu va pouvoir faire de différent de Bayrou, de Barnier, enfin de tous les autres ? Ça fait quand même 18 ans et demi que j'explique que nous n'avons plus le pouvoir et nous avons en fait des gens qui sont là pour faire croire aux Français qu'ils ont du pouvoir alors qu'ils ne sont là que pour appliquer des décisions stratégiques qui ont été prises ailleurs et par d'autres, c'est-à-dire à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne et à l'OTAN. Donc, lorsque M. Lecornu a pris ses fonctions, là, je vous en parlais à l'instant, ça s'est fait très vite. Il a encore menti, puisque c'est le mensonge, c'est vraiment sa nature profonde. Il a dit qu'il était là, qu'il allait faire de la rupture. Voilà. Et j'ai vu d'ailleurs que Bardella a dit s'il faut soit de la rupture, soit de la censure. Mais qui peut croire un instant que M. Lecornu va faire une rupture de quelque nature que ce soit ? Personne ne le croit. Oui, mais personne ne l'écoute en même temps, vous me direz. Bardella, si, semble-t-il. Parce que en attendant, si vous voulez, ce que vraiment qu'il faut que les auditeurs comprennent, sur la scène politique, c'est que le RN a la capacité de faire partir Macron. Oui. Maintenant. Parce que LFI vient de déposer une motion de destitution par l'article 68. Si toute la gauche y met, et si les ELV, etc., et le RN, vous savez combien de députés ont voté la censure la défiance de Bayrou ? 364. Ça fait 62,5%. Pour faire chuter Macron la destitution, il faut 60%. Oui. Donc la destitution est possible. Oui, mais sauf qu'ils ne vont pas y participer. Voilà. Donc ça veut dire qu'il sauve Macron. Et Mme Le Pen ose dire que c'est parce qu'elle veut protéger elle veut respecter les institutions. Mais l'article 68, Mme Le Pen... Et dans les institutions. C'est dans les institutions. Parce que Monsieur Macron
détruit les institutions. Il piétine les institutions. Il ne respecte ni la lettre, ni l'esprit des institutions. Il piétine, par exemple, sur la guerre. Moi, ce que je crains beaucoup, c'est l'atmosphère guerrière qu'il entraîne, parce qu'il ne faut pas oublier que le Cornu, elle était le ministre des Armées, et il est un très fidèle, il applique très fidèlement les directives de Macron, c'est-à-dire qu'il est allé soutenir, il a fait le pèlerinage à Saint-Zelensky en temps voulu, il est là, il a donné des armes, etc. Là, il a dit encore il y a 3 jours que la démilitarisation de l'Ukraine, c'était une ligne rouge pour l'Europe. Or, c'est justement ce que veut imposer Poutine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que monsieur Le Cornu est prêt à envoyer des militaires français pour appliquer les directives de son patron en Ukraine. Mais on a demandé l'avis des Français. Il n'y a eu aucun débat à l'Assemblée nationale. Monsieur Macron piétine les institutions. Lorsque monsieur Macron ne tient pas compte du vote des Français, il piétine les institutions. Madame Le Pen, elle a dû oublier l'article 3 de la Constitution qui dit que le gouvernement, le principe de la République, c'est gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, et qui précise que nul individu, nulle fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice. Donc, en fait, il y a 75% des Français qui veulent que Macron s'en aille. Madame Le Pen doit absolument, et le RN, absolument voter la procédure de destitution qui est lancée par LFI. Mais même s'ils veulent pas le faire, ils ont une autre possibilité aussi de chasser Macron, c'est de censurer le Cornu. Parce que le Cornu... il va devoir repasser devant la case. Là, il se passera quoi? Là, maintenant, Macron a tiré sa dernière cartouche. Enfin, l'avant-dernière, il peut encore nommer Brigitte Macron, peut-être, comme Premier ministre. Vous savez, tout est possible avec cet individu. Mais on est vraiment au bout du rouleau. Enfin, on a l'impression que c'est Ubu-Roi. Oui, c'est le dernier soldat, là. Oui. Enfin, on est vraiment... C'est le dernier carré. Donc, si le RN vote la destitution, la censure de Le Cornu, je ne vois pas comment Macron pourrait faire autrement que de faire ce à quoi a appelé d'ailleurs Nicolas Sarkozy, qui est de faire la dissolution. Sachant que Sarkozy et Bardella ont des ententes secrètes, eux aussi. Vous le savez, ils se sont vus, etc. Donc d'ailleurs, Sarkozy ne fait même pas mystère qu'il souhaite que Bardella devienne Premier ministre. Parce que si d'aventure il y avait une dissolution, le RN gagnerait un certain nombre de postes, de sièges. Il a actuellement 126 députés, il en aurait peut-être 200, mais on est encore très loin des 287 nécessaires. Donc attendez, on arrive à cette censure. Toutes les cartes, enfin tout est ouvert. S'il y a une censure, je ne sais pas ce que pourrait faire Macron, si vous voulez. Il peut pas nommer quelqu'un de gauche, parce qu'entre-temps, vous savez, le NFP a volé en éclats. D'ailleurs, j'ai vu Mathilde Panot a dit qu'elle voulait plus entendre parler de Madame Castet, etc. Donc la seule possibilité, ça serait de nommer Bardella, mais Bardella serait censuré par la. Donc la seule possibilité, c'est de faire une dissolution. À moins qu'il fasse un gouvernement technique. Lui, il restera jusqu'au bout, Emmanuel Macron, vous le savez. Mais il restera jusqu'au bout, jusqu'au moment où, comme il l'avait conseillé lui-même, on ira le chercher, comme ce qui se passe au Népal, si vous voulez. Il y a un moment à partir duquel les Français doivent... Parce que c'est pas une vindicte comme ça en l'air, c'est que... Est-ce que la France peut se payer encore le luxe de se taper Macron pendant 2 ans ? Pendant 2 ans, il peut se passer des tas de choses, notamment sur le front ukrainien. Moi, je suis quand même très inquiet de ce qui se passe avec l'Ukraine. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la Pologne. Il y a eu, paraît-il, 19 drones russes qui auraient survolé la Pologne. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Ça fait partie, ça peut être aussi un false flag. Rappelez-vous comment a commencé la Seconde Guerre mondiale, en Pologne, justement, avec un false flag conçu par les nazis sur les Polonais. Et donc, il y a eu, que ce soit vrai ou faux, il y aurait eu 19 drones russes qui auraient été abattus par les Polonais. Et que disent les Polonais? Ils demandent l'application de l'article 4 du traité de l'OTAN, qui veut dire que l'ensemble des pays membres de l'OTAN viennent au secours du pays attaqué. Oui, il parle d'attaque, il parle de provocation russe, et tout de suite, donc, il dit que ce sont des drones russes qui, sur les 19 objets, 7 ont été abattus. Voilà, on ne peut pas savoir, nous, on ne sait pas si ce sont vraiment des drones russes. Personnellement, j'ai un doute méthodique, parce que je ne vois pas quel serait l'intérêt de la Russie de faire ça. Oui. Vous savez, il y a l'adage latin qui prodet, à qui profite le crime. Oui, quel est l'intérêt qu'aurait Poutine, qui en ce moment va de l'avant, est en train de gagner? Vous avez peut-être vu, je ne sais pas si vos auditeurs ont pris connaissance de cette déclaration de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, c'était hier, je crois, qui a rencontré les Russes et qui a fait cette révélation qui est quand même assez sensationnelle. Selon Viktor Orban, je cite ma source,
Trump et Poutine seraient tombés d'accord sur le fait, petit 1, que la Russie a gagné la guerre et que l'OTAN l'a perdue, petit 2, que l'Ukraine serait divisée en 3, une partie qui serait définitivement acquise à la Russie, donc la Crimée et puis les républiques du Donbass, avec peut-être cette incertitude sur l'oblast d'Odessa, une deuxième partie qui serait neutralisée, démilitarisée, ou le centre, on peut dire, et la troisième partie, sans doute le nord-ouest, et qui serait sous influence européenne et euro-atlantiste. Voilà, c'est ce qu'a dit Viktor Orban. Donc ça serait une espèce de partage un peu comparable à ce qu'on a déjà vu avec Yalta, etc. En tout cas, ça sonne plutôt juste. Et au lieu d'aller dans cette direction, parce que finalement les Français se contrefichent de cette histoire. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? L'Ukraine a appartenu à l'URSS pendant des décennies. L'Ukraine a appartenu à l'Empire russe pendant des siècles. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi est-ce qu'on veut nous imposer, nous envoyer nos enfants aller se battre en Ukraine. Puis avec le Gornu, ça risque d'être encore plus important, puisqu'on a bien vu qu'il était très insistant sur ces questions-là en tant que ministre des Armées. Bien sûr, mais enfin, il est vrai que ni Macron, ni Attal, ni le Cornu n'ont d'enfants. Donc ça facilite effectivement le fait d'aller envoyer les enfants des autres se faire tuer. Voilà. Ouais. Et je suis pas sûr qu'ils aient fait leur service militaire non plus. En plus. Alors, moi je voudrais, avant qu'on aille sur le Népal, c'est intéressant le Népal, que vous me disiez, vous, comment vous voyez justement quand même le scénario politique qui va se jouer, et éventuellement quelle carte vous souhaitez, comment vous voyez sortir votre épingle du jeu, voilà. Jeu actuel. Alors, ce qui est sûr, si vous voulez, je m'en réjouis qu'à moitié, parce que la situation malheureusement du pays, elle s'aggrave de mois en mois. Enfin, tout le monde l'a bien compris. Oui. Ce qui est vrai. Ça fait longtemps qu'on se connaît, Clémence. Vous m'avez reçu depuis longtemps. Et je vous en remercie encore une fois. Vous avez... moi, je vois maintenant sur les réseaux sociaux, dans la rue, tiens, en venant, là, j'ai pris le métro, j'ai été abordé encore dans le métro par des gens qui me disent continuez, etc. On a le vent en poupe. C'est-à-dire... non seulement l'UPR, mais les idées qu'on défend. Vous savez, c'est ce que disait le révolutionnaire italien Gramsci au début du XXe siècle. Il faut d'abord gagner le débat des idées. Or, on est en train de gagner le débat des idées. Voilà. C'est-à-dire que la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro, la sortie de l'OTAN sont en train maintenant de s'imposer dans le débat public. Alors, interdit évidemment d'antenne. Oui, ça a même été dit par Philippe de Villiers maintenant. Oui, j'ai vu que Philippe de Villiers, alors j'ai vu, et je le connais très bien, il est taquin et provocateur, monsieur de Villiers. Il a dit là sur CNews qu'il avait d'un seul coup eu l'idée qu'il fallait sortir de l'Union européenne et qu'il avait sans doute quelques années d'avance sur les autres. Bon, c'était pas très gentil vis-à-vis de moi, que ça fait quand même 18 ans et demi, et il le sait parfaitement. Mais ça, c'était pour sans doute essayer de me mettre en colère. C'est pas très gentil non plus pour Philippot, qui lui s'y est mis 10 ans après moi. Mais enfin, tout ça, c'est assez... Bon, c'est de la politique aérienne. Est-ce qu'il pensait pas plutôt à ceux qui écoutent CNews, c'est-à-dire qu'ils sont pas tout à fait habitués à ce genre de discours? Non, mais je connais très bien Philippe de Villiers. D'ailleurs, je l'ai invité. Et je le réinvite ici. Il faut qu'on s'entende. Et je l'ai invité sur UPR TV. Voilà, j'aimerais qu'on débatte avec Philippe de Villiers. J'aimerais surtout s'il considère... Enfin, c'est très important ce qu'il a dit. Voilà quelqu'un qui a été contre Maastricht, contre la Constitution européenne, mais qui a été un peu comme Pasqua, que j'ai très bien connu. Je l'ai connu très bien, Philippe de Villiers, quand il était au RPF. Ça fait partie de ces personnes qui étaient, si vous voulez, qui sont contre l'Europe, mais qui n'ont jamais osé aller jusqu'au bout en expliquant ce que j'explique depuis 18 ans, c'est que c'est le principe même d'une Europe unie qui est faux. Voilà. Et ils en sont tous restés ils n'ont jamais franchi le Rubicon. On l'a vu d'ailleurs avec encore Retailleau, là, ces jours-ci, qui a dit il faut changer cette Europe-là. C'est-à-dire, on entretient toujours le mythe d'une autre Europe qui pourrait exister. Mais là, pardon, mais à partir de, là, il a fait effectivement un geste, et que là, d'un seul coup, il a dit qu'il y a le Frexit. Bon, alors, je tiens juste à le dire quand même, il l'avait dit avant à mon antenne, mais j'étais sur une autre radio. On va l'écouter comme ça, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On va l'écouter, mais sur nos ondes. À l'époque, j'étais sur ligne droite, écoutez ça. Il y a 3 hypothèses. Il y a la première hypothèse, on laisse l'Europe s'affaler, s'effondrer sur elle-même. Bon, il suffit d'un peu de temps encore. On voit bien que ça ne fonctionne plus, que on est en bout de course en termes de civilisation. Cette Europe-là, elle nous décivilise. Deuxième hypothèse, on fait la grève du zèle à l'intérieur. Et troisième hypothèse, on fait le Frexit. Moi, je pense que si on attend trop pour sortir, quand on sortira, on sera mort-vivant. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il faut sortir maintenant? Oui, je pense.
Je pense sinon on peut résoudre aucun de nos problèmes. Regardez le problème de l'énergie, etc. On est Gulliver empêtré là. Gulliver empêtré. Ça, c'était il y a 2 ans. Oui, mais ça m'inquiète justement. Parce qu'après ça, il a soutenu Zemmour qui est vent debout contre la sortie de l'Union européenne. Et il y a encore un mois, il disait qu'il était pour le Bruxit, c'est-à-dire on restait dans l'Union européenne. Si vous voulez, il y a une ligne directrice qu'il faut... C'est ça qui m'inquiète, si vous voulez. Ce sont des gens qui disent une chose et son contraire constamment. Nous, depuis 18 ans et demi, même mes pires adversaires me reconnaissent que je suis têtu comme une mule, j'ai du sang breton. Oui. Et moi, non, mais il faut que les choses soient très claires. Oui, elles sont claires. Et moi, j'aimerais discuiter aussi avec Monsieur Villiers. Voilà, on lance l'invitation, on a bien compris. Oui, mais je vais lui envoyer une invitation. Et puis on va découper cet extrait, donc dites-lui. Voilà, c'est très important de comprendre, c'est qu'on l'a vu, par exemple, au moment de 1943-44 avec le Conseil national de la résistance, on l'a vu au moment du non à la Constitution européenne, il faut une alliance de la droite et de la gauche. Oui. Parce qu'il y a des anti-Union européenne à droite et à gauche. Oui. Et les 55% de Français qui ont voté non à la Constitution européenne, il y en avait 30% qui venaient de la droite, 25% de la gauche. Donc si vous voulez vous cantonner à droite uniquement, l'Union des droites, vous êtes obligé de faire alliance avec le RN ou avec Zemmour qui sont absolument contre le Frexit. Donc comment vous y arrivez ? Vous pensez qu'il serait opposé à ça ? Qui ? Philippe de Villiers. Non, mais votre proposition. Mais moi, je pense que Philippe de Villiers devrait nous rejoindre. De même qu'on a des personnes de gauche qui nous rejoignent, on a à l'UPR. Mais vous voulez qu'il passe sous la bannière UPR, Philippe de Villiers ? Mais écoutez, on peut faire une coalition. Mais qui peut le plus, peut le moins. Parce qu'une chose est sûre, si vous voulez, c'est que Philippe de Villiers n'arrivera jamais à faire venir qui que ce soit de gauche auprès de lui. Ça, c'est absolument certain. En même temps, il a fait des preuves en termes de chef d'entreprise et il montre qu'il est quelqu'un de terrain, qu'il est capable de dépasser les clivages politiques. Bien sûr, mais c'est très bien. Mais encore une fois, je me réjouis de sa déclaration. Oui. Pour moi, c'est très bien de montrer, si vous voulez, que des personnes qui ont de l'expérience, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Oui. C'est quelqu'un qui a, effectivement, vous l'avez raison, qui a une formidable réussite avec le Puy du Fou. Ça, c'est tout à fait... C'est autre chose que le cornu. Ça, c'est pour ça que je me réjouis que quelqu'un comme lui disent qu'il faut le Frexit. Oui. Je m'inquiète du fait que ça change quand même beaucoup. Il y a 2 ans, il le disait, puis après, il l'a plus dit, etc. Donc, je suis un peu inquiet. Je suis un peu perplexe sur le fait qu'il fasse semblant que je n'existe pas. Il a tort, parce que ça lui vaut sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai regardé, si vous voulez, sur les réseaux sociaux. Nous, notre chaîne de télé UPR TV, on a 502 000 abonnés. La sienne en a 130 000. Ça veut donc dire que je pense que M. de Villiers, s'il pense vouloir me canceller, comme on dit maintenant, il a tort. C'est qu'il n'a pas pris la mesure de l'implantation de l'UPR. Alors, vous lui lancez une invitation pour discuter de tout ça. Oui. D'ailleurs, je l'avais déjà invité à UPR TV. On va tenter de lui proposer de venir ici, en parler avec vous, s'il veut. Oui, bien sûr, mais je suis d'accord. Mais parce que moi, j'ai vraiment un certain nombre de questions à lui poser, puis je lui suggère effectivement qu'on se rapproche. Mais encore une fois, allez parler à des gens de gauche, allez leur parler de Philippe de Villiers. Vous verrez quelle sera la réaction. Oui. C'est comme ça. Alors, bon. On va rester là sur ce sujet, mais intéressant et invitation envoyée. Donc, comment vous souhaitez, là, vous dites, pour revenir à vous disiez, là, vous avez les idées, la bataille des idées est plus ou moins gagnée. Elle est en train d'être gagnée, vraiment. À quel moment ? Donc, parce que là, législative, pas législative, est-ce que s'il y a des législatives, est-ce que vous alliez avec d'autres patriotes ou pas ? Alors, les législatives, je vais vous dire, s'il y a une dissolution, moi je connais maintenant le truc, il y aura 5 semaines pour se retourner, c'est quasiment impossible. D'abord, ça nécessite de l'argent. C'est quasiment impossible de se présenter à ces législatives, ou alors ici ou là, dans une ou deux, à titre de... Et puis surtout, vous verrez les médias. Les médias seront focalisés... Nous, on parlera, comme d'habitude, on ne parlera jamais de nous. Les médias se focaliseront pour ou contre le RN. Voilà, c'est ça. Tout tournera autour de ça. D'accord. Mais je pense que ce serait la façon... Normalement, ça fait belle lurette que si M. Macron avait à la fois le sens des institutions et voulait pacifier le pays, il devrait dissoudre. Et si le RN conforte son avance, et s'il a 200 députés, c'est le principe même de la démocratie. Il faut que Macron nomme Bardella Premier ministre. Enfin, je pense que c'est... Et là, à ce moment-là, d'ailleurs, il faudra que Bardella trouve... Parce que je doute que le RN ait plus de 287 députés, la majorité soit seule, donc il faudra bien qu'il trouve un appui, et on a bien vu que Sarkozy est en contact avec lui, il y aura certainement un appui entre LR et une partie de LR qui risque de se fracasser d'ailleurs,
et puis le RN, qui peut aussi d'ailleurs se fracasser. Mais enfin, et on voit bien que c'est ça la logique, si vous voulez. Il faut d'une façon ou d'une autre que le RN, à mon avis, arrive au pouvoir à l'occasion de ces mais vous savez que ce serait un piège pour le RN, parce qu'il va récupérer un pays complètement cadenassé et complètement dans un état catastrophique. Donc évidemment, le bilan ne sera pas forcément très bon pour ce gouvernement, RN. Mais il faut voir ce qu'il voudra. Parce que est-ce qu'il fera... ils ont dit qu'ils ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Et le problème, il est toujours là. On a beau cacher Asselineau depuis 18 ans, les médias ont beau m'insulter comme vous, d'ailleurs, sur France Info. La France est quand même un pays extraordinaire où les contribuables payent des médias pour se faire insulter par les médias. Voilà. Donc, moi, je me fais traiter de tous les noms, vous aussi. Et encore, c'est déjà beau quand on parle de moi, parce que normalement, c'est plutôt la conspiration du silence. Mais même, si vous voulez, on me mettrait à 100 pieds sous terre. Le problème, c'est que les idées que je développe depuis 18 ans, il y a un souci, si vous voulez, c'est que c'est la vérité. Vous savez, il y a ce magnifique proverbe égyptien qui dit le principal atout de la vérité, c'est qu'elle dure. Elle dure. Et mes idées, mes analyses depuis 18 ans et demi, elles sont de plus en plus valables et comprises. Et c'est ça le problème. Donc ils ont beau essayer de tuer le messager, de l'étouffer, de plus en plus de Français ont compris que l'on ne peut pas rester dans cette camisole qui est en train de nous détruire. Alors, il nous manque encore 2000 pouces. Donc je regarde ceux qui n'ont pas poussé pour arriver aux 10 000 en instantané en direct sur YouTube, sachant qu'on a déjà été 35 000 au moins là, à être passé et à nous regarder sur cette matinale, chers amis, uniquement sur YouTube. Je ne parle pas des 1000 sur TikTok, 3000 sur X, etc. François Asselineau, parlons du Népal. Parce que justement vous suivez ce qui se passe là-bas et c'est pas très suivi, donc je sais que j'aime bien avoir vos analyses internationales parce que vous avez une richesse et une connaissance qui nous permet de mieux comprendre. Donc lundi 8 septembre, on a vu une manifestation massive à Katmandou pour protester contre, alors il y avait la corruption du pays et puis alors tout le monde a parlé évidemment de cette loi sur la surveillance numérique qui concernait les réseaux sociaux, comme quoi on a quelques points communs avec ce pays. Donc il y a eu des manifestations très violentes qui ont été réprimées par la police et qui ont provoqué 19 morts, qui elle-même a provoqué des émeutes et une vraie révolte qui a été passée sous bannière Génération Z. Il se trouve que donc le Premier ministre a démissionné et après on a vu ces images terribles qu'on va voir ici. Alors, non seulement des manifestants et des heurts policiers, mais en plus des dirigeants et notamment ce Premier ministre qui ont été poussés dans la rivière et malmenés. On va regarder ça. Donc ça, ce sont les images. Pour ceux qui n'ont pas l'image, voilà. Il y a tellement de bruit que... Vous voyez donc là, une vraie révolte populaire. Là, c'est la police qui recule. Et on voit donc je ne sais pas si on peut l'appeler le peuple, mais il y a véritablement une manifestation très massive qui se révolte contre ce pouvoir. Et puis alors, on va regarder les autres images. Voilà, donc là, oui, c'est un ministre qui est quasiment lynché par la foule. Oui, c'est terrible ces images. Là, on arrive à un truc. Voilà. Donc là, ils sont jetés dans l'eau. C'est donc plusieurs. Je ne sais pas lequel parce que je ne reconnaîtrais pas. Je ne sais pas lequel est le Premier ministre, mais bon, il y a plusieurs hommes de pouvoir qui sont jetés dans l'eau et voilà, malmenés, lynchés, comme vous l'avez dit. On en voit qu'ils les poussent avec des bâtons. C'est quand même vraiment terrible, ces images. Oui, d'autant plus, alors il y a plus terrible, il y a la femme de l'ancien Premier ministre qui a été brûlée vive, il y a quand même le Parlement qui a été brûlé, il y a le service de propagande du gouvernement qui a été détruit par le feu, enfin c'est quand même... Et le pays est en proie au chaos. D'ailleurs, on voit vos images, le pays est en proie au chaos. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le Népal ? C'est un pays qui est coincé entre l'Inde et la Chine, c'est un magnifique pays, moi j'y suis allé dans la vallée de Katmandou, c'est magnifique, quand c'est à la bonne saison, vous voyez la chaîne de l'Himalaya, c'est magnifique. C'est un pays qui est à la fois une partie hindouiste, une partie bouddhiste. Donc, a priori, on pourrait penser que ce sont des gens pacifiques. C'est pas aussi vrai que cela. Oui. C'était une monarchie, la dynastie Shah, pas comme un chat, mais comme le Shah d'Iran, SHAH. Il y avait un roi qui s'appelait le roi Birendra. Moi, quand je suis allé au Népal, il y avait le roi Birendra, qui était un roi assez bonasse. Et puis, il y a eu un drame en 2001, je sais pas, c'est une histoire extraordinaire qui s'est produite. C'est que il y avait l'héritier qui s'appelait le prince Dipendra,
qui, semble-t-il, était un peu zinzin, un peu drogué, un peu ci, un peu ça, qui est venu avec une Kalachnikov pour une réunion de famille, et il a tué tout le monde. Il a tué le roi, la reine, ses frères, ses sœurs, etc. Et après, il a retourné l'arme contre lui, comme s'il avait voulu éradiquer toute la dynastie. En fait, il s'est raté, et donc il a été roi, le roi assassin, si l'on peut dire, mais il est mort au bout de 3 jours. La seule personne qui a hérité de ça, c'est un prince, un oncle qui était miraculeusement qui n'était pas venu à cette réunion de famille, Guy-Endra, que les gens soupçonnent d'avoir été le vrai cerveau en fait de cette opération. Et qui a pris le pouvoir, ça s'est passé le 1er juin 2001, cette histoire, c'est vraiment incroyable. Et donc toute la famille royale a été éradiquée, sauf ce type qui était probablement le cerveau de l'affaire. Un peu comme Scar dans Le Roi Lion, quoi. C'est ça. Il a pris le pouvoir, et puis quelques mois après, il a supprimé toutes les institutions pour instaurer une autocratie totale. Donc ça donne du crédit au fait que c'était lui qui avait manipulé tout ça. Il a si mal agi, ou si bien agi, que en définitive, il a abouti à quoi ? À une levée de bouclier générale du peuple népalais contre lui. Peuple où il y a d'ailleurs des partis politiques, et il y a un parti très puissant, ça paraît étonnant, c'est le parti maoïste, qui s'appelle comme ça. Parti maoïste, un parti révolutionnaire d'inspiration marxiste-léniniste, qui remporte beaucoup de voix. Et finalement, la dynastie a été abolie. Donc le type, il a été chassé de son palais, ils ont instauré une république. Et depuis lors, c'est un pays qui va de soubresaut en soubresaut. Et actuellement, ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que au Népal, comme ailleurs, il y a des réseaux sociaux. Et sur TikTok notamment, mais aussi Facebook, mais aussi X, etc., il y a de plus en plus de gens qui ont fait circuler des vidéos qui montraient le luxe sardanapalesque, si j'ose dire, dans lequel vivent les enfants de la nomenclature locale, si vous voulez. Les enfants des classes dirigeantes vivent de façon... Alors, c'est un milieu tout à fait endogamique, hein, vous savez. Les classes des dirigeantes, ils ont investi les centres de pouvoir, les députés, les médias. Enfin, ça ressemble exactement à la France, d'ailleurs, en fait. Parce que la France, c'est ça, en fait. Hein, vous avez... Quand on voit le lancement de Louis Sarkozy, par exemple, c'est inouï. Quand on voit le lancement de Raphaël Glucksmann, quand on voit le scandale Patrick Cohen sur la promotion justement de Glucksmann, etc., on est dans un monde, quand on voit la famille du Hamel, on est dans le monde de la société du Népal, en fait. Mais voilà. Sauf que eux, ils ont diffusé beaucoup d'informations, de vidéos, justement, parce que le petit peuple népalais, il vit pas, c'est pas très reluisant, hein. C'est quand même dans la jungle du Terrail, dans certaines villes reculées, c'est quand même un peu la misère. Et donc ça a fait scandale. Et qu'a fait le gouvernement ? Il a fait ce que propose en fait Thierry Breton, c'est-à-dire de casser le thermomètre, hein, encore une fois d'étouffer le messager. C'est ce que les médias m'imposent, des grands médias mainstream. Mais là, donc, maintenant, on va vers une situation au sein de l'Union européenne prétendument de lutte contre le terrorisme, etc. En fait, ce qui se cache, c'est petit à petit de verrouiller les réseaux sociaux. Et là, c'est ce qui s'est passé, mais ils l'ont fait de façon assez brutale, et donc ça a provoqué cette explosion sociale qui est une vraie révolution. Hein. Moi, je pense que ce qu'on voit là, c'est vraiment des phénomènes de nature révolutionnaire, et je pense que c'est intéressant à voir parce que je pense que il faudrait que en France il y ait vraiment un souci de la part des dirigeants, des classes dirigeantes. Je pense notamment à ceux qui tirent les ficelles, hein, c'est-à-dire les milliardaires, les Bernard Arnault, tous ces gens-là, et qui comprennent quand même qu'il ne faut pas trop tirer sur la corde. Voilà. Alors il y a des contre-mesures. La corde de la censure. La corde de la censure, la corde voilà. Et Macron, il faut que normalement, si vous voulez, moi, je sais pas, moi si j'étais à une grande fortune en France, je me dirais qu'on peut pas aller trop loin quand même. Il faut quand même donner de temps en temps aux Français. Voilà. Mais pas une soupape, parce que là, mon analyse sur l'affaire du 10 septembre d'hier, qui d'ailleurs s'est terminée par un échec, c'est que c'était trop médiatisé pour que ce soit honnête. Bon, voilà. C'est une question on ne savait pas qui était derrière, il n'y a pas de mot d'ordre. Moi, ce que je dis, ce que j'invite les gens qui me font confiance et les gens qui m'écoutent, c'est bien mesurer que ces manifestations, c'est terminé l'histoire des manifs. Là, les grandes manifs, ça sert strictement à rien. Ça servait dans les années 80. En 1984, lorsqu'il y a eu les grandes manifestations, parce que Mitterrand et Savary voulaient supprimer l'école libre, avoir un grand service unifié de l'éducation nationale, il y a eu, rappelez-vous, 2 millions. Enfin, je ne sais pas, en 1984, vous étiez... non, mais
oui. Vous étiez toute jeune. Vous n'étiez même pas née. Mais en 1984, il y a eu 2 millions de manifestants dans les rues. Mitterrand, il avait fait marche arrière. Mais là, il y aurait 10 millions. Enfin, regardez ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'a fait Macron ? Il a fait tirer au LBD. Donc on a plus du tout à la tête de l'État. On a un gang en fait à la tête de l'État. On a des gens qui n'ont plus aucune éthique. D'ailleurs pour nommer Cornu, il faut vraiment n'avoir aucune éthique. Donc ça veut dire qu'il y aurait 10 millions de gens qui défileraient dans les rues, ça ne servirait à rien, ou plus exactement, ça servirait à martyriser les gens. Sauf s'il y a un aspect révolte, véritable révolte. C'est-à-dire que là c'est spontané, mais c'est une colère. Oui, mais vous comprenez, c'est quand même des gens qui n'ont plus rien à perdre aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Or il se trouve qu'en France, regardez comment a été tué le mouvement des Gilets jaunes. D'une part, il y a eu des dizaines de personnes qui ont été éborgnées ou mutilées à vie, de ça. Deuxièmement, ça a été infiltré par des casseurs et puis des provocateurs. Hein. Oui. Lorsqu'il y a le journal quotidien qui vient filmer quelqu'un qui commence à tenir des propos racistes ou antisémites, tout ça, c'est orchestré. Hier, on a vu des scènes entre des Black Blocs et des policiers. Je ne suis pas sûr à 100% de ce que je vais dire, mais mon intuition profonde, c'est que c'était une chorégraphie. C'est que c'était organisé. Il y avait les journalistes qui étaient là. C'était un truc, voilà. On a voulu faire croire aux Français que si on est contre Macron, c'est qu'on est un casseur ou que l'on est antisémite ou raciste, etc. Mais c'est la façon dont ça a été pourri, la fin du mouvement des Gilets jaunes. C'est pour ça que moi, je dis qu'il faut, à mon avis, dans la situation actuelle, il faut être très sérieux, très précis et très ordonné. C'est d'ailleurs les enseignements de Gramsci, de Lénine, etc. Je cite des grands révolutionnaires, je ne sais pas que je sois léniniste, mais il y a une méthode à suivre. Et il faut donc avoir une offre politique qui soit une offre politique constante, solide, avec un appareil politique. C'est ça. C'est pas une petite phrase au détour comme l'a fait M. De Villiers. Je m'en réjouis. Mais il faut avoir un appareil politique. Il faut avoir une analyse, comme nous l'avons depuis 18 ans, qui explique tous les problèmes et un programme très détaillé. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui me connaissent, qui pensent que nous n'avons pas de programme. Parce que tout a été fait pour le cacher. Alors, les gens qui le pensent, je les invite à taper sur Google, site, voilà, Asselineau programme 2022. Ils auront un PDF de 27 pages où ils auront un connaître notre programme sur la sécurité, sur l'immigration, sur la justice, sur la culture, sur l'éducation. On ne s'est pas posé la même question pour Emmanuel Macron, qui, pour le coup, à part son livre programme qui n'était pas un programme, n'avait pas véritablement de programme. C'est ça, vous avez 1000 fois raison. C'est qu'il y a des gens dont je fais partie. Il faut toujours que, quand j'avais droit à la parole, qu'il fallait que je m'explique. On m'a attaqué. La seule fois où on m'a un peu pris en défaut, c'est qu'on m'avait demandé le prix d'un porte-avions et j'ai mis quelques minutes à répondre. J'ai fini par répondre d'ailleurs. Par rapport à un hectare, ça va. Voilà, mais bon, oui, c'est ça. Bon, mais les exigences sur moi... On n'a rien à voir avec ce que c'était pour Macron. C'est la façon de présenter les choses. C'est évident. Mais alors, ce qui est de nouveau, Clémence Oudiakova, et là, encore une fois, les médias... Les médias comme le vôtre jouent un rôle vraiment que je compare moi au samizdat du temps de l'URSS, au Datsibao qu'il y avait en Chine, ou bien au Libelle qu'il y avait en 1788 ou 1789, avant la Révolution française, c'est-à-dire une espèce de contre-pouvoir médiatique. Ouais. Et là, de ce point de vue-là, tous ensemble, on est en train de faire évoluer quand même les esprits. Moi, je le vois, je l'ai dit, je vois maintenant sur Internet, je regarde. Le nombre de personnes sur les réseaux sociaux, sur des forums de journaux qui reprennent tout ou partie de mes analyses, parfois même me citent sans me dire qui est-ce, mais qui ont engrammé. Moi, je m'en fiche qu'ils me citent pas. Ce qui est important, c'est que les idées sur le fait que l'Union européenne ne marche pas, qu'elle ne peut pas marcher, que les Français quand les gens disent il faut avoir une autre Europe, regardez ce qui s'est passé sur l'affaire de Trump et des droits de douane. Toute la scène politique française, du RN jusqu'à LFI, a protesté en disant l'Europe ne sait pas se défendre. Mais c'est faux. Il faut savoir que la majorité des États de l'Union européenne des 27 ont approuvé Mme von der Leyen. Il n'y avait que la France et la Hongrie qui n'étaient pas d'accord. Donc, et c'est pareil sur l'acétamipride, vous savez, ce fameux, comment dirais-je, agent neurotoxique que l'on met, notamment qu'on trouve dans le Nutella, etc., qui a été interdit en France. Tout le débat qu'il y a eu. Le problème, c'est que c'est autorisé par d'autres pays de l'Union européenne et autorisé par l'Europe et qu'on est obligé d'en importer dans le cadre du grand marché. Donc on est sur tous ces sujets, c'est vrai aussi sur l'Ukraine, c'est vrai sur toute une série de sujets. On a affaire, les Français, enfin ce qu'on fait croire aux Français, c'est que lorsque l'Union européenne prend des décisions qui sont contraires à nos intérêts nationaux, c'est d'ailleurs presque tout le temps, c'est parce que l'Europe ne sait pas se défendre. Mais c'est un faux raisonnement.
C'est tout simplement, c'est pas ça le bon raisonnement, c'est que la majorité des autres États n'ont pas les mêmes intérêts que la France. N'ont pas les mêmes intérêts que la France. C'est aussi et puis même, ça. Il y a certains États qui ont l'intérêt que la France perde ses propres atouts. Voilà, vous avez tout compris. Parce que moi, j'écoute certains politiques. Merci beaucoup, François Asselineau. En tout cas, c'était très clair. Vous êtes président de l'Union populaire et républicaine. Merci à vous.